Des orages épars prévus ce jour à Canaan, arrondissement historique de la commune de Zobo-Domain. La température affiche 30 degrés pour la journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu, un tour dans les centres de lavage auto. L'affluence dans ces centres dépend de certaines périodes. Une équipe est allée s'enquérir des défis qui découlent de ces périodes d'affluence. À suivre dans ce journal le reportage. Formation professionnelle par apprentissage dual de plusieurs jeunes dans divers corps de métier de l'artisanat. C'est une initiative du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les précisions à suivre. Et puis, zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal. Le préfet du département du Mono a enclenché la 5e édition de sa campagne contre le phénomène. C'est le CG1 de l'OCOSA qui a accueilli le lancement officiel. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. En fin de semaine, après les premières pluies et à certaines périodes de l'année, les lavages auto ne désemplissent pas. Ces périodes enregistrent une forte affluence, mettant à l'épreuve l'organisation, accélérant ainsi le rythme de travail des équipes de lavage. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la profession et à la gestion de ces moments d'affluence au sein des lavages auto. Voici son reportage. Entre jets d'eau sous pression, mouvement d'éponge et passage d'aspirateur de grains de sable, dans ce centre de lavage, les gestes sont coordonnés et rapides. À mesure que les véhicules s'enchaînent, chaque agent semble engagé dans une course contre la montre. Je lave les motos, les voitures pour mon patron. Et bon, c'est souvent les week-ends et quand il y a plus les lendemains. Par exemple, s'il y a eu plus aujourd'hui, bon, la majorité ne sort pas pour laver les motos. Donc, c'est le lendemain matin ou le lendemain soir, ils viennent souvent. Donc, généralement, on a souvent les clients après les jours de pluie et les week-ends. Dans les périodes de pluie, on a plus de véhicules, quoi. Beaucoup de véhicules. C'est jeudi, quand c'est samedi, nous sommes en voir. Une organisation bien rodée est mise en place ici pour faire face à cette demande sans cesse croissante. Pour que les gens ne fassent pas la comparaison, mais l'activité n'a dit sonore. Bon, normalement, je suis en moto. Bon, mais attends, au fur et à mesure, ils font souvent un peu la guerre quand les clients viennent, donc c'est un peu compliqué. Sinon, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est compliqué. Non, il n'y a pas de... Vous savez, le directeur lui-même, il est journaliste. Hein? C'est quelque chose qui peut au moins un peu t'aider à économiser. Non. Mais là, lorsqu'on si tu n'as pas, comment disons, ça décharge, ça peut t'avancer, tu vas réussir. Donc tu as le chat et la tête sur la tête de balancer dedans un peu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, de plus en plus de Béninois tiennent à circuler dans des véhicules propres en toute saison, se tournant ainsi davantage vers les centres de lavage automobile. Quelques jours après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle d'avril 2026 par la Cour constitutionnelle, acteurs politiques et populations se retrouvent pour un meeting de reconnaissance d'envergure à Bonté, dans le département des Collines. Marcelin Lauro et les cadres de cette commune ont salué les populations fortement mobilisées derrière le duo Wadain Talata le 12 avril dernier. Un invité de marque en la personne d'Hassan Seibou, directeur du duo vainqueur de la présidentielle, était en soutien à cet événement qui s'est déroulé ce week-end. Voici le compte rendu. Quelques jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, l'heure est au remerciement des populations de Banté pour leur mobilisation lors du scrutin du 12 avril dernier. À la manette de cette grande mobilisation qui réunit cadres, élus, femmes et jeunes de la commune, le colonel Marcelin Lauro. Un moment de retrouvailles entre fils et filles de Banté. Notre commune a réalisé un score historique de votes à plus de 90%, je veux dire, en faveur du nouveau président élu. Ce résultat place Banté au premier rang de la 9e circonscription électorale et au 2e rang dans le département des Collines. Au-delà du taux de participation, mes remerciements sont en lien avec la paix et la sécurité qui ont caractérisé notre commune. Présent à cette rencontre,
Le directeur de campagne Hassan Seibou souligne le rôle de Banté dans la victoire du duo candidat de la mouvance. C'est aussi une occasion de rendre hommage au leadership de Marcelin Laourou. J'aimerais dire encore une fois, merci à Laourou Marcelin. Je te dis merci particulièrement. Parce que nous étions venus là, il faut le dire que grâce à lui. Et le jour-là, c'est à Banté qu'on a eu la plus grande bousculade devant le président. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des revendications. Ne nous donnez pas l'argent, développez les routes et nous-mêmes, nous allons travailler parce que nous sommes des braves valides. Nous avons des terres cultivables. Nous avons les richesses naturelles pour développer Banté. Faites l'essentiel, donnez-nous les outils pour que nous puissions développer Banté. Mobilisé pour la victoire du duo Wada et Talata, Banté est désormais tourné vers son développement. Un défi que cadres et population se disent prêts à relever ensemble. Des milliers d'apprentis formés dans plusieurs corps de métier de l'artisanat au Bénin, le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a procédé au lancement officiel de la formation professionnelle par apprentissage dual d'environ 3000 jeunes. L'initiative vise à former autrement afin de réduire le taux de chômage chez les jeunes. C'était le lundi au lycée Koulibaly en présence de plusieurs partenaires dont la Banque mondiale. Florence Bossa pour le compte rendu. Le gouvernement béninois, plus que jamais engagé à réduire considérablement le taux de chômage au Bénin. 2394 apprenants sélectionnés pour participer à la formation par apprentissage dual. C'est une initiative qui vise à améliorer la qualité et l'accès à l'enseignement et la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché du travail. En lançant ce programme, le gouvernement du Bénin agit avec méthode et détermination pour réduire le chômage des jeunes, répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée et soutenir la compétitivité de notre économie. Les formations portent sur 12 métiers porteurs, rigoureusement sélectionnés en fonction des priorités nationales et des opportunités d'insertion. La formation professionnelle par apprentissage dual s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet FP2E. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment la Banque mondiale. La réussite de cette formation va reposer sur la mobilisation et la responsabilité de chacun. Aux bénéficiaires, soyez assidus, engagés et disciplinés lors de chaque regroupement dans vos centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Ces apprentis proviennent de 21 établissements d'enseignement technique et professionnel sur l'ensemble du territoire national. Au terme de cette formation en 2027, chaque apprenant bénéficiera d'un certificat de qualification professionnelle. En images, le rideau est tombé sur la 3e édition du concours Livre ton livre organisé par l'ONG Matayara de Hermione Adjovi. Après plusieurs semaines de compétition, les finalistes se sont affrontés dans une ambiance à la fois studieuse et passionnée devant un public conquis. Entre prestations orales, apologie d'ouvrage et créativité, cette grande finale s'est déroulée autour de l'ouvrage Faiseuse d'ange de Nathalie Humvo-Yekpe. Elle a connu la présence de bon nombre de personnalités. Nous recevons sur ce plateau M. Alessandre Alovokpeo. Il est expert en management et leadership des services et programmes de santé. M. Alovokpeo, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail célébrée chaque 28 avril. Et le regard se tourne de plus en plus vers un enjeu longtemps resté en marge, la santé psychosociale en milieu professionnel, stress, burn-out, harcèlement. Comment créer un environnement de travail sain et équilibré? Nous en parlons donc avec vous. Alors, quand on parle d'un environnement de travail psychosocial sain,
De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je voudrais, avant de répondre à votre question, déjà dire que quand on parle de sécurité au travail, c'est tous les mécanismes qu'on met en place pour prévenir les accidents en milieu de travail. Quand on parle de santé au travail, c'est tout ce qu'on met en place comme mécanisme pour prévenir la santé physique et mentale de tous ceux qui travaillent dans un environnement ou bien dans une entreprise. Et donc, vous voyez que à partir de ces deux définitions, on peut déjà dire que chaque employeur, que ce soit l'État ou les créateurs de richesses, doivent garantir pour tous les employés garantir la sécurité et la santé physique et la santé mentale dans l'exécution de leurs tâches ou dans leur entreprise. Oui. Donc ça, c'est un élément fondamental. Pour revenir maintenant à votre préoccupation, l'environnement sain, l'environnement qui préserve la santé mentale d'un employé, c'est d'abord un travail qui a moins de stress, oui, moins de pression. Il ne peut pas ne pas avoir de pression. Mais il ne faudrait pas que la pression soit excessive. C'est un environnement où le management n'est pas autoritaire et toxique. Okay. C'est aussi relation de travail entre les collègues. Cette relation doit être saine. D'accord. Il y a aussi, pour préserver la santé mentale ou psychosociale de la personne, c'est-à-dire que son milieu de travail, la relation avec l'employeur, avec les autres collègues, doit être clairement définie. C'est-à-dire que les rôles et les responsabilités de chacun doivent être clairement définis. Ça veut dire que le management doit permettre à ce que tous ceux qui travaillent dans l'entreprise savent ce qu'on attend de chaque personne et comment on les évalue. Comme ça, vous n'êtes pas tiré de gauche à droite et vous n'accumulez pas, vous ne faites pas le travail de façon multiple et de façon isolée, sans coordination, sans supervision. Et donc vous êtes, lorsque vous vous levez le matin, quand vous voyez la charge de travail, automatiquement, vous tombez en panne. C'est entre griffes, c'est vous tombez en panne avant même de démarrer votre voiture, avant de démarrer votre moyen de déplacement pour aller au boulot, vous tombez en panne parce que psychologiquement, ça pèse sur vous. Oui. Donc c'est pour dire que pour garantir la sécurité et la santé au travail, il est important qu'on mette en place les mécanismes à l'interne, au sein de l'entreprise, pour garantir pour chaque employé une bonne santé mentale. Parce que ça, tout part de là. Avant que la personne ne soit productive physiquement, il faudrait que psychologiquement, il soit soulagé. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de management toxique. Quelles peuvent être les conséquences d'un environnement de travail toxique sur l'employé et même sur l'entreprise? D'abord, je vais parler de l'entreprise. L'entreprise, d'abord, il aura l'impact direct sur la rentabilité de cette entreprise, sur la performance de cette entreprise. Et économiquement, l'entreprise là peut chuter. Okay. Vous voyez? Donc, le rendement au travail aura un problème. Ils seront juste là, non pas pour le travail, mais pour contenter l'employé, l'employeur du moins, et prendre le salaire. Or, lorsque vous garantissez un environnement sain, l'employé se donne à fond pour le travail. Le travail devient une passion pour lui parce qu'on a mis en place tout ce qui est élément de motivation, d'encouragement, de reconnaissance pour son travail et il se donne. On a partagé la vision avec lui, il est engagé. Mais de l'autre côté, si l'environnement n'est pas sain, quelles sont les conséquences pour l'employé? Oui. D'abord, l'employé, en ce qui le concerne, est démotivé, découragé,
Et donc, psychologiquement, il espère d'autres portes de sortie. Il est là, mais il n'est pas là. Ça, en tant qu'employeur, on doit en prendre conscience. L'employé, lorsqu'on observe, on doit même avoir beaucoup plus d'attention sur le comportement de l'agent au travail. Il est là juste parce qu'il n'a pas encore trouvé mieux. Il ne faudrait pas avoir des agents qui sont au travail, mais ils sont juste là parce que d'ici à là, ils vont trouver voilà, ils espèrent autre chose. Donc, ils ne sont pas à fond dedans. L'autre chose qui peut avoir d'impact sur la personne, c'est des dépressions. Vous savez, des agents font des dépressions de façon silencieuse, de façon lente au travail, mais on ne sait pas. Il faudrait que les chefs doivent savoir observer. Doivent savoir observer et prévenir ces gens de dépression. Parce qu'au sein de l'organisation, il peut y avoir des conflits inutiles qui portent atteinte à la vie de l'employé. Donc, l'attention doit être mise en place. L'environnement doit garantir cela. L'autre chose est que lorsque psychologiquement vous n'êtes pas bien, les erreurs au travail, les erreurs, vous pouvez faire plusieurs erreurs de façon répétitive. Vous pouvez même faire des erreurs qui portent atteinte à votre vie ou à la vie de l'autre. Si je parle, je rentre dans le système de santé, ou bien toute entreprise qui travaille directement sur l'humain, l'erreur peut ne pas être réparée. Parce que, en ce qui concerne le travail, ce travail, lorsque l'erreur est faite, c'est irréparable. Donc c'est pour dire que lorsque l'environnement n'est pas sain, on peut faire des erreurs dans le cadre de l'exécution de ces tâches pour mettre la vie de l'autre en danger ou sa propre vie en danger. Et au passage, vous savez, il y a des gens qui ont donné toute leur vie au travail. Vous voyez le nombre de personnes qui se lèvent chaque matin, ne serait-ce pour vivre, ou pour ne pas dire pour survivre dans notre pays. Et donc, au soir de leur vie, ils tombent dans une précarité sans précédent. C'est dit que c'est une urgence de mettre l'homme, l'être humain, au sein de... C'est vrai la rentabilité, c'est vrai les chiffres, c'est vrai le développement, mais c'est l'humain au cœur du développement. Donc, toutes les chefs d'entreprise doivent savoir que en cette journée mondiale, ils doivent davantage, non seulement se sensibiliser, mais sensibiliser aussi les employés, que le bien-être de mon collègue dépend de la manière à laquelle je le traite. D'accord. Alors, lorsqu'on vous suit, on comprend que la rentabilité et la performance d'une entreprise dépend aussi bien du bien-être mental de ses employés. Alors, vous avez commencé par donner quelques mesures concrètes que les entreprises peuvent mettre en place pour garantir un environnement psychosocial sain à leurs employés. Parlez-nous un peu de quelques autres mesures, concrètement. De façon concrète, je vais d'abord parler de l'employé. Oui. L'employé doit prendre conscience que nul n'est indispensable. S'il a quelque chose aujourd'hui, vite fait, le soleil continuera pas à se lever. Exactement. Le soleil va se lever, le soleil va se coucher tous les jours. Donc, il doit savoir prendre conscience qu'il n'est pas indispensable, même si ce qu'il fait, on a besoin de lui. Mais s'il a un souci aujourd'hui, l'entreprise trouvera des voies et moyens pour continuer par vivre. Ça, c'est un premier élément. Donc, il doit savoir que le travail ne doit pas présenter un danger pour sa propre vie. Lorsqu'il est en train de travailler, il doit savoir que ma vie et ma durée de vie dépend de la manière à laquelle je vais faire mon travail. Donc, il faut savoir atteindre les objectifs et il faut savoir se donner du temps pour la réparation, la récupération, la restauration de son état physique et mental. C'est pour ça que je conseille vivement à tous les employés de trouver des moments, ne serait-ce que de distraction, des moments pour se refaire, pour se détendre. Oui. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de centres qui permettent aujourd'hui de permettre à ce que les after-work, tout ça là se passe. Les gens doivent apprendre à faire du break, à se mettre à l'écart du travail pour récupérer, surtout de restaurer. L'autre chose que je voudrais conseiller aussi aux employés, c'est d'organiser de temps en temps des team building, des moments de récréation, de sortie, pour permettre à ce que les employés
se retrouve dans un autre cadre que le cadre de travail pour réfléchir, pour parler d'autres choses, pour se découvrir. À la découverte de soi, même au sein de l'entreprise, c'est capital. Mais autre chose, en tant que chef d'entreprise, il est important que l'entreprise ne soit pas un foutu en termes de rôle et responsabilité. Il faudrait que l'entreprise, qu'il y ait des procédures, il y ait que les gens aient leur fiche de poste, sachent ce qu'ils doivent faire et qu'on respecte la dignité de l'employé en respectant les horaires de travail, en ce sur quoi on s'est accordé. Il faut essayer de respecter ça et faire beaucoup plus de reconnaissance, de motivation, de suivi, des entretiens individuels pour s'assurer que la personne, sur le plan social, est épanouie, à la maison, tout ce qui l'entoure, parce que tout ça dépend du rendement au travail. Donc, il doit périodiquement sensibiliser l'acteur. Mais au-delà de cela, je vais vous dire qu'un employé qui travaille chez vous et quand il regarde devant, c'est sans issue, ce n'est pas normal. C'est sans issue, ce n'est pas normal. Donc, on doit faire en sorte que, tout au moins quand il est là, le minimum basique que la loi prévoit en termes de sécurité sociale, de ses cotisations, on doit garantir. En termes de retraite, on doit garantir. En termes d'assurance maladie, on doit garantir. Le matériel de protection qu'il faut, selon ce qu'il fait, il faut mettre à sa disposition. Vous savez, le Bénin, c'est vrai que nous avons un secteur informel qui est au-dessus du secteur formel. Mais le secteur informel, il n'y a aucune notion de sécurité au travail. On travaille, même celui qui est à sa propre compte n'est pas conscient qu'il doit se protéger. Donc les artisans, j'adresse mon message aux artisans de savoir qu'ils vont travailler aujourd'hui, mais ils doivent garantir un avenir meilleur. De chercher à travers le travail qui est fait aujourd'hui, au fait, l'avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont dans le secteur informel doivent chercher à se professionnaliser. C'est vrai que le gouvernement, il y a des dispositifs déjà en place, doivent chercher à se professionnaliser et à garantir leur propre sécurité et santé au travail, mais aussi pour ceux qui travaillent avec eux. Maintenant, ceux qui sont dans le formel, que tout ce qui est légalement établi doit être respecté. Lorsqu'on parle de visite médicale aux employés, on ne peut pas avoir une entreprise. Les gens sont là, ils font faire 5 ans, 10 ans, on ne les sensibilise pas, aucune formation, ils n'évoluent pas, il n'y a pas d'avancement, on ne fait jamais le bilan, et du jour au lendemain, la personne tombe malade, et puis c'est bon, et puis on passe à autre personne. Ce n'est pas digne, ce n'est pas humain. Il faudrait aujourd'hui que nous avons établi, nous sommes tous engagés dans un développement. Les élections sont passées, nous sommes engagés dans un développement, nous sommes engagés vers un Bénin de splendeur. Dès l'instant où on est engagé dans un Bénin de splendeur, chacun, ce qui le concerne, doit se mettre au travail pour garantir la sécurité des uns et des autres. Et la santé mentale et physique des uns et des autres dans nos communautés. Partout où nous passons, nous devons garantir cela. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, monsieur Alessandre. Alors, je rappelle que vous êtes expert en management et leadership des services et programmes de santé. On retient qu'une entreprise prospère dépend d'un employé épanoui. C'est bien cela. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On poursuit cette édition au Bénin. L'État central ne démord pas face à l'ampleur que prend le travail des enfants et la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence est la réplique trouvée à ce phénomène. Dans le département du Koufo, la 2e édition a été officiellement lancée à Clic-en-Main. On va faire le point avec Narcisse Alossé. Devant une assistance constituée d'élus locaux, d'acteurs de la société civile et de bien d'autres leaders d'opinion, un balai de communication et des projections sur écran géant montrant l'exploitation qui est faite des enfants dans des carrières ici, dans le département du Koufo. Un enfant, quand il n'est pas à la maison, il doit être à l'école, s'il en a l'âge. Ou il est simplement dans un atelier, s'il a l'âge d'être dans un atelier. Mais un enfant seul qui se balade dans un marché, qui va dans une carrière pour se faire de l'argent. Donc nous avons des raisons sérieuses de nous battre. Se battre contre ces déviances comportementales des commerçants et autres promoteurs véreux, c'est le fondement de cette campagne Tolérance Zéro au travail des enfants qui a sa 2e édition cette année. Il nous appartient, nous,
acteurs de la protection, de développer un nouveau paradigme, de nouvelles méthodes de travail, de définir des objectifs et des critères, les réaliser et les évaluer. C'est dans la satisfaction de ces exigences que nous donnerons souffle et vie aux enfants du département du Koufou. Des enfants dont les droits ont été défendus contre vents et marées ici l'année dernière et avec des résultats probants. La première édition de la campagne Tolérance Zéro a permis d'effectuer 58 visites d'inspection, de sensibiliser 1852 acteurs, de retirer 337 filles et 667 garçons, de référer au Ségus, SCPS et à l'ONG CUSO 932 enfants pour leur prise en charge. À tout ceci, il faut ajouter plus de 1000 contrats d'apprentissage visés. Quant aux poursuites pénales, la CAJ affiche 18, a précisé l'autorité. La bataille, a-t-elle conclu, se poursuivra cette année. Et dans le département du Mono, le préfet reprend son bâton de pèlerin pour la traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est déjà la 5e édition de cette année et le top a été donné au collège d'enseignement général numéro 1 de Lokossa. On va retrouver Narcisse Alossé. Est-ce qu'un enfant peut porter encore un autre enfant? Le don est ainsi donné pour la 5e édition de la traditionnelle croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal ici, dans le département du Mono. Devant des responsables de classe et les apprenants les plus brillants du CG1 Lokossa, un répertoire de communication a été déroulé pour montrer à l'assistance la nécessité de préserver son avenir. Parce que lorsqu'on a une femme, on a un métier qui vous donne de l'argent, ça vous donne du respect, ça vous donne de la notoriété. Et même votre mari vous regarde autrement. Mais lorsque vous êtes une femme qui attendra tout demain de votre mari, eh bien, il fera de vous ce qu'il veut. Cette campagne est initiée ici depuis 5 ans. Et autour d'elle, les orateurs parlent de l'arsenal juridique dressé contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal. Je vais vous laisser mon numéro. À partir d'aujourd'hui, si un professeur se hasarde à vous faire des yeux doux, ou que vous sentez qu'on vous donne de mauvaises notes parce que vous n'avez pas cédé là, appelez-moi directement, n'appelez personne d'autre. Et vous verrez ce que nous allons faire de ce professeur. Un ancien doyen de la FSA a été condamné à 10 ans de prison parce qu'il a violé cette loi. Donc vous êtes suffisamment protégés. À ce phénomène, les organisateurs ont ajouté cette année la consommation de substances psychotropes. C'est pas parce que je suis en classe d'examen ou bien j'ai raté le premier semestre, au second semestre je dois veiller. Donc comme je n'ai pas la capacité de rester en éveil jusqu'à 2 heures, non, il faut que j'aille prendre un excitant pour être plus virulent, pour être plus éveillé, c'est faux. Vous ne faites rien de bon. Ils sont toxiques pour la santé, donc détruisent votre vie, ont-ils lancé aux pensionnaires du CEG1 Lokossa. Un établissement qui a encore fait parler de lui à l'issue du dernier baccalauréat avec 89,73% de taux de réussite. On va finir à Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi, où une voix fait parler d'elle autant pour son utilité que pour son appellation. Il s'agit, situé bien sûr à quelques encablures de la route inter-État. Juste avant la clinique Biosso, cette route bitumée est connue des riverains sous le nom de Voie Talon, une dénomination populaire qui intrigue en perception des habitants et des réalités historiques du quartier. Mais au-delà du nom, cette infrastructure facilite aujourd'hui le quotidien des usagers. Nous sommes allés à sa découverte. Voici le reportage. À première vue, une voie comme autant d'autres. Mais ici, à Godomey, à Imevo, dans la commune d'Abomey-Calavi, cette route bitumée a une identité bien particulière. Baptisée par les populations Voie Talon, elle tire cette appellation d'une proximité supposée avec la famille du président Patrice Talon. Leur famille avait une maison dans la zone et après son élection, cela a rendu la rue populaire. Pour que je puisse indiquer ma maison à quiconque que ce soit, qu'il soit du Bénin ou qu'il vienne d'ailleurs, je lui dis viens à Godomey, tu demandes la Voie Talon. Mais pour les autorités locales, l'histoire est tout autre.
Le chef quartier rappelle que cette voie devrait porter le nom de Nobimé en hommage aux premiers occupants des lieux, une famille fondatrice de Godomé à Imevo. Quand ils sont venus ici, ils étaient à l'aise. C'est pourquoi ils ont donné le nom Ayemitomevo. C'est pas voie talon, c'est voie Nobimé Kamayaba. Et comme la maison de monsieur le colonel Talon Fabien est à l'angle de rue là, tout le monde a situé la voie là comme voie Talon. Sinon, c'est les Nobimé qu'on doit dire Nobimé Gamayaba. Au-delà du débat sur son appellation, les habitants s'accordent sur un point essentiel, l'impact de cette infrastructure. Il y a quelques années, cette voie était difficilement praticable, surtout en saison de pluie. Aujourd'hui, elle fluidifie la circulation, facilite l'accès aux habitations, aux commerces et aux services de santé environnants. On côtoyait les déchets avec les risques de glissade. Avant son élection, il avait promis faire la voie et il l'a fait effectivement et tout est propre maintenant. Ça sert maintenant tout le quartier. Pour vous sortir, vous rentrez sur la voie. Vous n'êtes plus comme en difficulté, comme la voie n'était pas bitumée. On avait trop de difficultés dans le quartier. Qu'on l'appelle voie talon ou voie Nobimé, cette route s'impose aujourd'hui comme un axe vital pour la population de Godomé. Pour précision au Bénin, l'adressage, c'est-à-dire la dénomination des rues et des espaces publics, est une compétence qui relève du pouvoir local conformément aux lois sur la décentralisation. Il s'agit des conseils municipaux pour les villes à statut particulier ou des conseils communaux pour les autres villes. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.